On repart. Alors, juste avant de repartir sur le partage de la valeur, parce que c'est une de mes grandes spécialités, ça. Et c'est pour ça que j'aime pas les sommaires. Donc, je dis dans le sommaire recapitalisation d'Orpea, et puis j'en ai pas dit un mot, le gars. Non, c'est quand même très, très spectaculaire. Ce sera juste un mot. Mais je pensais à Nicolas qui a eu quelques malheurs boursiers. Bon, ben voilà, quand tu auras des mauvaises journées, tu penseras à celle des actionnaires d'Orpea. Donc, c'est quand même la recapitalisation. Alors, ça va dépendre des conditions de qui souscrit, qui souscrit pas. Mais c'est entre 0,18 et 0,13 euros l'action. À la sortie du bouquin, elle était à 88 euros l'action. Il y a un an, janvier 2022. C'est sans précédent, je crois. Eurotunnel. Ça a été aussi vite, Eurotunnel. Ouais. Eurotunnel, c'est devenu une penny stock. Oui, c'est devenu une penny stock. Peut-être un peu moins vite. Ah ouais, pas assez vite. Enfin bon, le résultat, c'est une penny stock. Ouais. Un an. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'après, quand tu passes de 0,13 à 1, ce qui reste quand même un gros échec avec 88, tu as fait x4, hein, c'est déjà encore des plus-values latentes qui sont extraordinaires. Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Bon, reprenons le sujet partage de la valeur. J'ajoute donc que quand même, Roux de Bézieux, qui n'est pas né de la dernière pluie, le patron du MEDEF, qui a donc visiblement accepté une forme de contrainte, mais on va voir ce que vous en pensez, dit « Nous comptons sur le gouvernement et le Parlement pour reprendre cet accord sans le dénaturer ». Et c'est vrai que Renaissance, donc le parti macroniste, va tenir une convention sur le partage de la valeur à partir du 20 février. Donc, le dividende salarié pourrait bien ressurgir après deux groupes de travail, rapide, à l'Assemblée et côté du parti, qui ont beaucoup planché sur ces sujets-là ces derniers mois. D'accord. Voilà. Et qui te semblent sérieux, parce que tu as dû y participer? Alors, j'y ai participé, mais le gouvernement a très envie de tirer la couverture à lui. Donc, en fait, il avait très envie de shooter après un désaccord des partenaires sociaux, et il se trouve qu'il a un accord des partenaires sociaux. On espère qu'il va le respecter. Voilà. Alors, moi j'avais juste. T'es combien de salariés, toi, Nicolas? T'es concerné là? Oui. Oui. Oui, mais nous on avait déjà des dispositifs. Non, j'ai juste des chiffres, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je recherchais 88% des entreprises qui ont plus de 1000 salariés ont déjà des dispositifs. Et en fait, ceux qui sont dans la catégorie qu'on recherche, là, 10 à 49, il y en a uniquement 19%. Oui, c'est ce que disait donc oui, mais pour illustrer le chiffre, et l'immense majorité est quand même entre 10 et 15 salariés. Donc quand on n'a pas mis de dispositif, c'est peut-être pas parce qu'on n'en a pas envie, c'est aussi que c'est compliqué et qu'on n'a pas de DRH et qu'il faut un truc en plus. Donc je pense que les enjeux de mise en œuvre, surtout d'ailleurs, si tu dis que c'est en place, moi je ne sais pas expérimenter à titre personnel, mais la pédagogie pour arriver à le mettre, à expliquer comment ça se fait, à mon avis. A priori, la moyenne de création du poste de DRH dans une boîte, c'est autour de 60 salariés. Bah oui. Donc effectivement, tu es en donc dessous. 10, 15, 20, là vous avez la moitié de ces entreprises qui sont là, mais c'est compliqué. Et donc ça va être perçu comme de la paperasserie en plus. Alors, mais t'en penses quoi, toi, de la paperasserie en plus? Ou, non, moi, comme le dit Jérôme, un nouveau déclic pour davantage de participation? Non, moi je pense que le partage de la valeur créée est un principal levier dans la motivation et dans la cohérence des équipes. Ça, chez Croissance Plus, on est quand même épris de ce levier. Donc tout ce qui va dans cette direction-là, d'associer les uns et les autres, je pense que ça va dans la bonne direction. Maintenant, il faut que ça soit raisonnable à mettre en œuvre, raisonnable dans la compréhension des salariés, parce que si c'est une usine à gaz que le patron bricole dans son coin, c'est pas perçu, c'est pas compris, donc c'est pas intégré. Mais c'est raisonnable là, tu vois, bénéfice net fiscal positif, au moins égal à 1% du chiffre d'affaires. J'ai un peu de mal en la connexion bénéfice-chiffre d'affaires, mais enfin bon, allons-y. Au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Voilà, mais il faut, pour les salariés... Ou pas, ça, comme... Oui, non mais... critères. Les critères sont clairs. La réalité, c'est que combien il y a de salariés qui connaissent le résultat d'une boîte non cotée, qui connaissent le résultat de leur boîte et qui sont capables de refaire ce calcul. Oui, mais ça, c'est obligatoire, l'URSSAF. Oui, non, mais moi, je pense que c'est le salarié qui doit comprendre. Si le salarié ne comprend pas, il ne s'associe pas ensuite à son entreprise. Donc tu vas expliquer, tu vas encore mieux discuter avec l'ensemble de tes salariés. C'est ce que je reviens sur mon point, c'est-à-dire qu'il y a une pédagogie à avoir vis-à-vis de toutes ces petites PME, ces petits chefs d'entreprise, pour leur expliquer l'intérêt de le faire. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les chiffres sont secrets, c'est le contrôle du patron, il ne veut pas trop en parler, et donc là, on va être obligé d'y aller. Donc, comment on le fait? Jérôme? Je pense que c'est un formidable outil pour aligner les objectifs de chacun, du PDG jusqu'à l'ouvrier non qualifié.
que ça peut conférer un esprit d'équipe, que ça peut être, attention aussi, c'est un fil du rasoir à double tranchant, parce que si on regarde par exemple l'intéressement en fonction de la productivité d'un employé, ça peut nourrir de la concurrence sur son lieu de travail, ce qui nourrit une dégradation, je dirais, de la qualité de vie au travail, avec parfois aussi des sentiments d'injustice, où quand on a le sentiment que son collègue, qui n'est pas plus méritant, a été mieux récompensé que nous, ça désintéresse totalement, désincite totalement Oui, mais au ça, la travail. participation, elle est générale pour tout le monde. Alors ici, ce ne serait pas au niveau... Il n'y a non, pas c'est de collectif. schéma au niveau individuel. Schéma collectif. D'accord, Schéma donc c'est d'équipe. La seule uniquement chose en que tu peux fonction faire, du salaire... Parce que tout le monde ne va pas gagner la même chose. sauf si tu répartis de façon prorata du temps de présence, par exemple. Du temps de présence ou du niveau de salaire. C'est ce qui se fait, il me semble. On a le choix. On a le choix. On peut faire un mix des deux, etc. Donc tu peux normaliser ou aplatir ta hiérarchie des salaires dans ta distribution si tu as envie, la loi le permet. Le patron pour le patron d'une boîte de, j'en sais rien, 25-30 salariés, il faut qu'il ait quoi en tête, qu'il prenne une après-midi avec un spécialiste pour comprendre le truc, etc. Ou c'est plus de temps que ça avant de pouvoir mettre en œuvre. Parce que les questions que vous venez de poser là sont vachement bonnes. J'y avais pas pensé. Alors, en règle générale, moi j'en ai fait quelques-uns. C'est pour des ça que je te patrons de demande. TPE et PME dans ma vie, j'en fais encore parce que ça me fait marrer. Donc, quand il n'y a qu'une compta générale, tu travailles sur la compta générale. Quoi. Tu vois, quand le gars il n'a pas de système de pilotage et qu'il dit j'adorerais que ce soit sur tel indicateur mais qu'il ne l'a pas, tu lui dis on va commencer sur les indicateurs comptables. Voilà. Et puis petit à petit, on va mettre en place le système de pilotage et on fera évoluer vos accords d'association à la performance, intéressement, quand vous aurez le système de pilotage qui va bien. Bon. Tu as besoin de... C'est un patron, il n'est pas con. Bon. Tu mets 1h30 à lui faire comprendre ce qu'il peut en faire et à discuter avec lui sur les principaux métriques. Voilà. Une fois que tu as ça, tout existe aujourd'hui. Les modèles d'accords que tu peux reprendre et incrémenter assez rapidement, le dépôt, la signature électronique, le dépôt électronique le format de fichier que tu extrais de ton système d'administration du personnel pour envoyer le référentiel au teneur de compte du plan d'épargne, c'est pas plus compliqué que ta DSS. C'est de la numérisation. 1h30, donc je veux dire quand même une après-midi, parce que... Voilà. Et alors, attends, ensuite, on a fait un travail... qui vont moins vite que d'autres. On dit, on a des RH, c'est à partir de 60 salariés, etc. en moyenne. Mais avant, tu as un expert comptable. D'accord. L'expert comptable, il y a 10 ans, j'ai payé pour le savoir de ma personne. L'expert comptable, il y a 10 ans, était hostile à ces mécanismes-là parce que ça lui créait de la complexité, etc. L'expert comptable, aujourd'hui, il ne peut plus vivre avec le chiffre et la paye qui sont numérisés. La rente est en train de tomber. Il a besoin de remonter en conseil. On est un certain nombre, et j'ai payé de ma personne avec mon équipe. On est allé voir tous les experts comptables de France et de Navarre depuis 15 ans pour leur expliquer comment ils pouvaient faire un levier de croissance de leurs clients et de facturation de mission de conseil sur ces trucs-là. Ils sont donc, pour l'essentiel, désormais acquis à la cause et briefés. Voilà. Bien. Donc, parfait. Voilà, le patron, il a ce qu'il faut pour le faire simplement. Jérôme, encore un petit mot vas-y, sur une réflexion, je dirais, d'universitaire. Donc déconnecté, on va dire, du monde de l'entreprise, un peu dans sa tour d'ivoire, mais juste pour vous dire un petit peu ce qu'il en est du point de vue de la réflexion économique sur le sujet, je crois qu'on a fait une erreur. Nous, universitaires, pendant longtemps, on s'est inspiré de travaux américains dans la question du partage entre montant fixe de rémunération et montant de variable, puisque là, c'est la question qui se pose en filigrane. Et tous les travaux qui avaient été réalisés sur données américaines arrivaient souvent à la même conclusion, de dire attention à ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, ce qui est tout à fait valable dans un système américain où vous travaillez dans un secteur donné industriel, par exemple, je sais pas, l'aluminium. Du jour au lendemain, si l'aluminium, le secteur chute, vous retrouvez licencié, potentiellement sans chômage, vous avez épargné au sein de votre entreprise, votre épargne s'érode, et en plus, cerise sur le gâteau, dans certains secteurs, votre retraite, in fine, sera également impactée. Et donc, finalement, on se disait, voilà, cette leçon, c'est ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. En France, ça ne s'applique pas. En France, on bénéficie du chômage, c'est non conditionnel à son secteur d'activité, et la retraite n'est en aucun cas entamée. Donc, voilà, je pense que ça nous a fait perdre un petit peu de temps dans la pratique. Nicolas ? Encore un mot ? Peut-être un dernier mot. Moi, je pense qu'il faut quand même revenir à l'idée avant de partager le gâteau, comment on le fait grossir. Parce que là, on est très très bon en France pour imaginer... ce qui est encore une fois dans la formule, là. Oui, mais d'abord, il faut faire grossir l'exploitation. L'exemple de la redoute. Le BE, oui, la redoute. La redoute. Alors attends, je raconte ça. C'est ahurissant. L'histoire est dingue. Parce que ça, c'est la taille du gâteau. Je ne l'ai pas vérifié. Des schémas incitatifs. Alors, ce que je sais, moi, depuis le début autour de la redoute, parce que j'ai beaucoup parlé avec Nathalie Bala et Eric Courtel, donc ils étaient deux bons managers chez Pinault, à l'époque donc de PPR, à l'époque où Pinault avait la redoute. La redoute les intéresse et je crois que eux deux vont voir. Alors ça doit être François Henry d'ailleurs à l'époque en disant
si vous voulez, nous on reprend le truc. Et non seulement Pinault va dire OK banco, etc., mais en plus on va vous filer 500 millions pour essayer d'apurer tout le truc qui était en train de s'effondrer. Qui était sinistré. Hein, faut le dire. Voilà, qui était totalement sinistré. Et dans ce cadre-là, au moment de cette reprise, en plus on est à Roubaix, hein, c'est un lieu particulièrement difficile à l'époque, il monte donc un dispositif d'association au capital pour 1574 salariés. Résultat, 9 ans après, les Galeries Lafayette vont racheter la totalité là, donc, de la Redoute. Et, alors c'est le magazine Capital qui raconte ça, mais il y a juste un petit calcul que je trouve bizarre, mais peu importe. Les salariés associés dits Capital vont se partager 100 millions d'euros. Donc ils sont 1574, ce qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Parce que Capital parle d'un chèque de 100 000 euros en moyenne. Mais sur certains. 100 millions par 1574, ça fait pas 100 000. Ça fait une moyenne de 63 000. Voilà, ça fait une moyenne de 63 000. Je pense que c'est pour dire que ceux qui vont toucher le plus, c'est autour de 100 000 euros, parce qu'ils disent pour certains employés, ce sera en moyenne 100 000 euros. Bon, enfin bref, en tout cas là, pour le coup, on est sur une magnifique histoire. Oui, c'est une magnifique histoire, mais qui est très différente du partage de la valeur qu'on a discuté jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'à la base, la petite action, elle valait 100 euros. Et donc, il fallait venir avec son chèque en disant « je crois à l'entreprise et je dépense 100 euros ». Et certains ont dû dépenser quelques milliers d'euros, un salaire, une demi-année, peut-être un bonus, les fondateurs probablement plus. C'est-à-dire qu'il y a, avant de se partager le gâteau, il y a l'idée qu'on va pouvoir perdre. Parce que c'est une histoire formidable, mais franchement, la Redoute, il y a quelques années, plus personne n'y croyait, à part les deux patrons. Évidemment, absolument. Donc, ça qui est magnifique. Donc la prise de risque était totale, et puis pour celui qui met ses 100 euros, il sait qu'il ne va pas... Et donc aujourd'hui, ces 100 euros se transforment en, je n'ai pas le chiffre exact, mais en plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, donc ça c'est jackpot. Mais il y a la prise de risque. Et la prise de risque, c'est quand même la clé de voûte de n'importe quel entrepreneur. Donc ils ont réussi à faire de leurs milliers de salariés 1000 co-investisseurs, 1000 co-managers, 1000 co-entrepreneurs avec eux. Donc ce sera des intrapreneurs. Mais l'intrapreneur, c'est la prise de risque. Et aujourd'hui, tous les dispositifs dont on parle, c'est j'y ai droit, j'ai contribué, on partage le gâteau, mais j'ai pas pris de risque. Si ça plante, c'est quand même le patron qui prend tout. Là, c'est différent. Et moi, j'aime bien cette formule parce qu'elle est quand même un tout petit peu plus engageante et valorise la valeur risque qui est en France quand même très très peu valorisée. Jérôme. Oui, alors je suis d'accord. Et donc on aurait pu étendre l'obligation de mettre en place quelque chose aux autres dispositifs de la boîte à outils qui peuvent avoir du sens dans certains cas économiques, peut-être plus que de la participation en formule légale ou du plan d'épargne avec abondement, qui sont les actions gratuites, qui sont les stock options, les BSPCE, qui sont la prime de partage de plus-value que les actionnaires majoritaires s'engagent à rétrocéder si jamais ils font une plus-value, ou le FCPE de reprise, ou mécanisme d'actionnariat salarié dans le plan d'épargne qu'on sait faire très bien. Et puis là, on a quand même un cas très particulier, c'est qu'en fait, et c'est là où j'ai un tout petit bémol sur l'affaire, c'est qu'en fait, comme la boîte valait 0, d'accord, c'est avec 100 euros que tu te fais 60 000. Bah oui, donc en fait, il n'y a pas eu de prise de risque importante parce que même pour un employé non qualifié, mettre 100 euros ou 200 euros dans l'entreprise, c'était pas inaccessible. Alors, on lui a pas demandé de mettre 2 mois de salaire à risque alors qu'il n'avait rien sur son livret A pour changer le pot d'échappement de la voiture quand il est en panne. Non, Jérôme, voilà. Je l'ai raconté déjà 10 fois. Moi, j'ai vécu, c'est pas comparable, mais quand même, avec un entrepreneur extraordinaire qui s'appelle Alain Veil, qui a fait la même proposition post-2008 au moment où il est surendetté et où franchement on ne sait pas si la boîte va passer l'hiver. Et c'était une rédaction de gens informés. Il s'agissait aussi d'acheter vraiment le truc à la casse et moins de la moitié de la rédaction y a été. Donc crois pas que ce soit un détail que de mettre 100 balles quand... Sauf que ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un levier extraordinaire parce que c'était une boîte en retournement. Ouais, mais le risque reste le risque, il a raison. Mais bien sûr, j'ai pas de débat avec ça et ils l'ont très probablement très bien déployé. La preuve, ça s'est très bien passé. Tu sais, moi je peux te parler d'un témoignage qui est une de mes fiertés. Moi j'ai fait plusieurs millionnaires avec RS. Oui, et ta boîte de plusieurs centaines de milliers d'euros R, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec des gens qui ont pu participer aux augmentations de capital réservées. Oui, mais ça, mais ils travaillaient pas dans ça a toujours été stratosphérique. Mais oui, mais Jérôme, c'est ta création, ça a c'est une histoire extraordinaire qui a toujours été stratosphérique. C'est pas le moment où le truc est à la casse. Je suis d'accord. Ou le truc où tu te dis c'est foutu. Que là, on te demande de foutre 100 balles et tu les mets ou tu les mets pas. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Sauf qu'on n'était pas sur un truc où tu te dis je suis entre deux, on me demande de mettre un mois de salaire, etc. Tu pouvais le faire à quelques centaines d'euros, l'opération de la Redoute. C'est pas tout à fait pareil. 100 euros en termes de finances personnelles du ménage auquel tu t'adresses. C'est ça que je veux dire. Bonne histoire. Super histoire.
Hein, ouais, super histoire. On a fait le tour sur le partage de la valeur. Le témoignage, là, juste en reprenant cet article, parce qu'il y a un bel article dans le Capital, mais aussi dans le Challenge, sur cette question-là, qui date d'un peu plus, mais qui détaille un peu mieux. Il y a des témoignages de gens qui disent, moi j'ai mis 100 € en étant persuadé de ne plus jamais les revoir. Mais c'est le symbole, c'est qu'il fait le pas, il monte sur le bateau en se disant, maintenant je fais partie de l'équipe et on y va à fond pendant 8 ans. Et c'est ça. Et le directeur financier, il témoigne, il dit qu'il a vu ses collaborateurs travailler comme jamais, impliqués, comme il l'a jamais vu dans aucune boîte auparavant, du fait de ce mécanisme-là. Ouais. C'est ça qui est beau. Mais le ratio de ceux qui ont mis de l'argent, il n'est pas très loin de ton aventure avec Alain Veil. Hein. Il y a que 1574, il n'y en a que la moitié qui ont mis de l'argent. Je n'ai pas regardé ça, le ratio. D'accord. Dernier point. Mais tous ces mécanismes sont censés être informés, si tu veux. Tu vois. Ouais. Pardon, je l'ai raconté 10 fois. Moi, la plus belle opération d'actionnariat salarié que j'ai faite, décote maxi, abondement maxi, financé par la participation, donc qui sort, c'est à toi, mais enfin, ça sort pas de ta poche direct, de ton compte en banque et tout. Un truc incroyable, tu mettais 1500, tu avais 5000 et ça achetait des actions décotées de 20%. Tu te retrouvais avec 8000 € pour 1500. C'était une boîte qui s'appelait Etifarm, d'accord, qui était avec un fonds d'investissement Astor qui tenait sa promesse d'associer tout le monde, etc. On a eu 70% de participation. J'avais presque envie de demander, c'était un taux très élevé, hein. C'est très très rare que ce soit aussi élevé que ça, mais moi j'avais presque, compte tenu des conditions et des perspectives de la boîte, j'avais vu son business plan et tout, je me disais mais qui sont les 30% qui posent problème, quoi, tu vois, et ben c'est comme ça. Voilà. Alors, juste un truc, mais vraiment rapide. Tous ces mécanismes actionnariat, salarié, etc. La clé, c'est que c'est pas qu'un flux financier, c'est un moyen de faire comprendre le modèle économique à tes collaborateurs et de dialoguer avec eux autour du modèle économique. Évidemment. Donc ça fait des points de PIB en plus, c'est ça qu'il faut comprendre. On parle du chômage, de la baisse du chômage, on parle de l'impact des retraites, etc. Voilà. Baromètre du dialogue. Tiens, juste là-dessus, mais on en reparlera demain, parce que c'était ce matin dans les Échos, la baromètre du dialogue social fait par Ipsos. 20 à 30% des salariés, maximum, ça dépend des tailles des boîtes, qui jugent le dialogue social efficace. Voilà. Mais on en reparlera demain. En même temps, j'ai envie de dire, les mecs, allez voter, quoi. Tu peux pas. C'est-à-dire qu'il y a une idée, c'est un peu comme pour les élections, il y a une idée, une posture de consommateur, de la part des électeurs comme de la part des salariés. Oh, les syndicats font pas bien leur boulot. Mais vas-y, va voter. Vas-y, dans le syndicat, adhère. Prends le truc en main, quoi, tu vois. Tu veux une anecdote rigolote? Hier, je dirais pas le nom. Elle est courte. Il est désormais avec son inspecteur du travail. Un patron d'une PME que je suis allé voir hier, il a 2 filiales, il y a 2 CSE. Et comme il veut pas s'emmerder, il réunit les 2 CSE en même temps. Et il fait 2 en 1 avec 2 PV, tu vois. Et en fait, j'ai éclaté de rire quand il m'a raconté ça. Et je dis, ça se passe bien? Il me dit, bah oui, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas tout compris, mais c'est super. Ceux qui comprennent... je pense que toute personne qui a un CSE comprend. Ce qui ne fait pas non plus. En même temps, t'es dans la cible de Bismarck, c'est bien. Parfait. Et puis encore un petit truc pour toi, Nicolas. Ça aussi, j'ai vu ça ce matin. C'est parce que tu nous en avais parlé. Le panel Nielsen Consommation 2022. Donc, ce dont on se doute, transfert massif des marques nationales vers les marques distributeurs. Mais ce que j'ai retenu pour toi, 4,50 € est le seuil à partir duquel le consommateur réfléchit à son achat. Ouais. Alors, tes abonnements sont à 4,50 €. 3,99 €. Tu nous avais expliqué ça, ouais. et que face à l'inflation, c'est très compliqué de... Bon, ben voilà, c'est dans Nielsen. Exactement ça. Ouais. La petite dépense... 4,50, on se rapproche du billet de 5, mais c'est le moment où tu passes d'une pièce au billet, quoi. Donc le 3,99 en dessous, pour nous, c'est pas un sujet de dépense. Tu y vas comme ça. C'est ce qu'on appelle l'achat d'impulsion. C'est les achats d'air de caisse. Vous savez, quand vous êtes dans les aires de caisse, vous attendez, tous les produits sont à moins de 4 €. Tout à fait. Vous les prenez, vous les embarquez, c'est pas un sujet, avec des taux de marge importants d'ailleurs, mais il n'y a pas de réflexion. Au-dessus, on réfléchit. 4,50 €, effectivement, maintenant, quand c'est une marque, on réfléchit, est-ce que ça rentre dans mon panier ou pas? C'est le seuil. Le seuil à partir duquel il y a une réflexion. Il nous reste 2 sujets, c'est trop, et donc je vais quand même profiter de ton expertise, Jérôme, sur Banque centrale et climat. Ouais, il y a une transition qui est forte, là, qui est en train de s'opérer. Parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Donc, je le dis rapidement. La Banque centrale européenne a confirmé, donc au tout début du mois, un changement des règles sur la gestion de son bilan. Donc, c'est 9 000 milliards d'euros d'obligations en ce qui concerne les rachats d'obligations d'entreprise. Les réinvestissements, donc, elle va faire tourner son bilan, les réinvestissements seront maintenant orientés prioritairement vers les émetteurs présentant les meilleures performances climatiques. Et pour ça, la BCE va définir une note climat qui dépendra de 3 éléments: l'évolution
des émissions de gaz à effet de serre, ses objectifs en matière de réduction d'émissions et la qualité des informations rendues publiques sur les sujets liés au climat. Tout le monde trouve ça parfaitement normal. Ouais. Je trouve que c'est ultra dangereux. Ah, et que c'est certainement pas le bilan, le mandat ou l'objet de la Banque Centrale Européenne que de commencer à trier. C'est intéressant. Donc, je pense que d'un point de vue économique, pour amorcer ou pour amplifier le virage que l'on est en train de faire vers de l'économie verte, etc., il y a plusieurs leviers. Parce que le problème des entreprises qui se lancent dans du RSE ou de quelque chose qui pollue moins, de l'économie décarbonée, c'est qu'elles sont moins, les projets sont moins rentables. Donc comment on fait ? Il y a deux grands, du point de vue, je dirais, de l'organisation sociétale, il y a deux grands bras. Il y a le bras de la fiscalité, en disant on va alléger la fiscalité. Et un autre truc, ce serait de dire, et c'est là le rôle de la Banque centrale, le rôle éventuel de la Banque centrale, c'est de dire on va faciliter le financement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se financer à taux réduit sur le marché. C'est pas son rôle à la Banque centrale. À la limite, ça peut être le rôle des marchés, des banques commerciales, de tout ce que tu veux. Ce qui se passe d'ailleurs. Laisse-moi te dire un mot de la manière dont la Banque centrale européenne, mais c'est la même chose avec la Banque centrale américaine, conduit la politique monétaire. Et à un moment donné, s'est posé la question du financement des États. Puisque quand on est passé, je ne vais pas refaire un cours de politique monétaire, mais quand à un moment donné, on a dit, voilà, la Banque centrale ne peut plus directement financer les États. Bon. Ce qui était une bonne chose. Donc, ce que la Banque centrale fait, c'est qu'elle incite les banques commerciales à financer les États, parce que la politique monétaire, par exemple le repo, le repurchase agreement, c'est-à-dire que lorsqu'une banque commerciale emprunte auprès de la banque centrale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui délivre un actif, elle met un titre financier en pension, par exemple une obligation d'État, d'accord, un bon du Trésor. Jérôme. Et la Banque centrale, c'est comme ça qu'elle... Et puis elle va racheter sur le marché secondaire, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le financement des États, on l'a compris. Voilà, mais attendez, surfinancement des États, c'est-à-dire que les décotes de taux d'intérêt pour la mise en pension d'un titre qui est obligation d'État, le taux d'intérêt est tellement faible que les banques commerciales se sont mis à massivement financer les États. Elle est dans son rôle dans cette histoire de financement des États, et restons dans la Banque Centrale Européenne, parce que si elle ne le faisait pas, il faut le faire. C'est la devise même de la Banque Centrale qui exploserait. Donc là, c'est son boulot. Il faut le faire. On n'est pas du tout dans quelque chose de comparable, là. Non, mais là, c'est l'idée de dire, finalement, on va réduire le taux d'intérêt que l'on paye, et donc les entreprises qui veulent décarboner leur activité, finalement, elles ne vont pas comparer les mêmes choses. C'est-à-dire qu'avant, elles comparaient un taux de rentabilité plus faible. Mais encore une fois, pourquoi la Banque centrale, si tu le fais sur le vert, alors fais-le sur l'innovation, alors fais-le sur le gender equality, alors fais-le sur, j'en sais rien moi, l'inclusion des handicapés, alors fais-le... Tout est possible. C'est plus la Banque centrale. Non, mais la Banque centrale, son bilan doit être inattaquable en permanence. Oui, mais... Son seul sujet, c'est la solidité des actifs qu'elle a dans son bilan. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Ok, la solidité, de toute façon, tu sais, c'est quelque chose d'endogène, puisque la Banque centrale peut remettre un coup de main à la poche. Tant qu'elle est crédible. Tant qu'elle est crédible. Oui, tant qu'elle est crédible. Parce que toi, c'est ça le problème. C'est pas tant que tu penses, c'est pas un dévoiement de l'outil de politique monétaire. Tu dis que ça pose problème en termes de crédibilité pour la Banque centrale. C'est comme ça que tu vois la chose. Parce que c'est un dévoiement de l'outil de politique monétaire. Dans ce sens-là. C'est un moment où tu peux t'interroger légitimement sur le rôle de la Banque centrale. Que tout passe par la fiscalité. Non, puis en plus, ou les banques commerciales. C'est ce qui se passe avec les marchés aujourd'hui. Okay. Là où tu as raison et là où c'est dangereux, c'est que la note, elle ne sera pas communiquée. Donc les entreprises ne l'auront pas, personne n'en saura. Donc ça va changer par Non, mais tant mieux. Attends, ce sera encore pire si elle était communiquée, la note. Non, mais donc, du coup, tu ne sais pas, objectivement, tu ne sais pas comment c'est fait. Donc tu peux être pénalisé en tant que boîte et la banque... Mais ça, c'est le cas avec... Et d'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes. Mathilde Lemoine, par exemple, en parle très très bien. Ça a été le cas avec les rachats d'obligations privées de toute façon. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a commencé à racheter des obligations privées, et à l'époque, c'était Mario Draghi, et à l'époque, on a vu des entreprises italiennes bénéficier notamment d'un certain nombre de ces rachats d'obligations, tu pouvais commencer à t'interroger, parce que tout ça était quand même dans une certaine opacité. Mais bon, tu étais sur un soutien de l'économie global. Tu pouvais encore justifier ça d'un mandat de banque centrale. Là, franchement, je pense qu'elle ne peut pas communiquer, elle ne pourra jamais, parce qu'elle crée un biais. Par l'attribution de cette note et le privilège qu'elle accorde aux gens qu'elle note bien, si elle communique, elle accroît le biais, et là, tu as des pans entiers de l'économie qui ne trouveront plus de financement. Et donc, ce n'est pas seulement l'idée que la Banque centrale, hors de son mandat, je suis tout à fait d'accord avec toi, a envie d'être un des moteurs du pivot
carbone de l'activité des entreprises, c'est le fait que ce moteur crée un déséquilibre qu'elle doit essayer de contrôler, ou qu'elle devra contrôler, d'où le fait que les notes sont opaques, enfin, que ne seront pas communiquées. Donc moi, je suis très, très réservé avec ça. Je suis très, très réservé, je suis comme toi, parce que je pense que ce n'est pas dans le mandat, et je pense que ça peut être fait par l'initiative privée, et non pas par l'initiative de la puissance publique qu'est la Banque Centrale Européenne. Voilà. Jérôme. Je ne partage pas cet avis. Alors, juste par exemple sur l'opacité des notes, je rappelle que le modèle d'affaires des agences de notation, les Credit Rating Agencies, c'est d'octroyer des notes pour pas très cher. Et en fait, ce qu'elles font ensuite, c'est qu'elles font des missions de conseil en expliquant aux entreprises comment avoir une bonne note. Non, mais pourquoi pas ? C'est pas de la triche, parce qu'on a l'impression que ce serait de la triche. C'est pas ça. C'est on explique à quelqu'un comment être un bon élève. Bah voilà ce qu'il faut que tu changes dans ton modèle, dans tes pratiques, si tu veux une meilleure note. Et il n'est pas impossible que la Banque centrale se prête un jour à cet exercice. Mais non, c'est pas possible. Non, si, en disant vous voulez une meilleure note, ben voilà ce qu'il faut faire. Il faut décarboner de temps. Non, alors là, il y a un truc. Jérôme, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'avec cette initiative de la BCE, ça, s'il y a un truc à monter ou à développer ou à racheter parce que tu as de beaux jours devant toi, c'est consultant en pivot carbone des boîtes. Hein. C'est sûr. Ça existe déjà. Voilà. Non, mais ça existe déjà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va augmenter la taille du marché. Donc il faut s'attendre à une très grosse croissance des prestataires de services de ces thématiques-là. Je vais préciser le truc, parce que c'est ça aussi le problème. C'est consultant en décarbonation selon les critères de la BCE. Alors, parce que ça va être ça, en fait, comme tu le dis très justement. Une des réflexions que je me suis faite en voyant arriver ton mail avec le contenu que tu nous passais, c'est il y a des gens qui vont craquer le système de notation de la BCE, même s'il n'est pas public. Et donc, tu vas avoir des gens qui vont dire, parce qu'ils vont faire marcher des algorithmes, des machins, des trucs, ils vont regarder la politique, ils vont ausculter le bilan, ses évolutions, qu'est-ce qu'elle rachète, qu'est-ce qu'elle cède, et ainsi de suite. Et donc, ils vont craquer, avec un algorithme, ils vont craquer la politique, ils vont en déduire la façon dont elle note, et ensuite, ils vont vendre des prestations de conseil pour se mettre en conformité avec la façon de noter de la BCE, qui n'est pas forcément le truc le plus vertueux pour l'entreprise considérée. Voilà. On suppute que la BCE, par la suite, applique une décote en termes de taux d'intérêt pour des mises en pension, par exemple, de titres éco-friendly, mais elle n'a pas dit qu'elle le ferait. Non, elle peut le faire. Une fois que le système est en place, elle a tout pour le faire. C'est en faisant rouler son bilan, les obligations qu'elle va racheter, puisqu'elle va en racheter, elle ne veut pas, pour l'instant, réduire son bilan. Enfin, vraiment à la marge. Donc, elle va faire rouler son bilan et elle va privilégier donc sa fameuse note climat. Il y a un constat que finalement les gouvernements, enfin en tout cas un constat citoyen, qui est que les gouvernements n'avancent pas suffisamment vite sur ces problématiques de changement climatique. Et donc, moi, ça ne me paraît pas une hérésie que la Banque centrale mette le pied à l'étrier. Les entreprises sont déjà sous pression. Elles sont à la fois sous pression de leurs propres salariés, qui sont de plus en plus demandeurs d'avoir des opérations. On n'organise plus des séminaires le bout de la planète comme ça du jour au lendemain. Et elles sont sous la pression de leurs investisseurs. Aujourd'hui, quand dans les assemblées générales, maintenant, il faut faire... on demande l'avis, on demande la note, le C-ON aux membres présents, aux actionnaires présents, ça crée une pression. Les fonds qui sont derrière, aujourd'hui, quand vous êtes des grands fonds comme Amundi, vous devez mettre 3-4% dans le vert, vous faites très attention, là, vous mettez l'argent. Donc, la menace sur les entreprises, elle pèse déjà. S'ils n'ont pas d'action, à un moment donné, ils auront des problèmes de financement. Je ne sais pas ce que ramène encore la BCE là-dedans. Enfin, je pense que le système est déjà organisé et monte en puissance. Je ne sais pas ce que ça va apporter en plus. Et au bout d'un moment, il faut que les boîtes restent quand même concentrées sur leur métier de base, hein, parce que sinon, si elles ne font plus que ça, on va avoir un souci aussi de compétitivité. Parce que nous, on le fait, mais on le fait dans l'autre bout du monde, tout le monde ne le fait pas, quoi. Tu oublies la pression des clients. Moi, j'ai 2 boîtes qui ont répondu récemment à des appels d'offres dans lesquels il y avait la question « Mesurez-vous votre empreinte carbone et quel est votre plan pour la diminuer ?» Des clients B2B, mais les clients B2C, j'ai parlé du rating, donc c'était parfait. Clients B2B. Voilà. Clients B2B. B2C, c'est le 4,50 B2B et gros donneur d'ordre. Voilà. Après, moi, je me méfie toujours, parce que je redis, hein, c'est hors mandat, ça va créer un déséquilibre, et ce déséquilibre, il est susceptible de s'aggraver par craquage du système de notation qu'elle ne va pas communiquer pour éviter que quelqu'un le craque. Mais si un jour il est craqué, ça peut accroître le déséquilibre, ça peut poser un problème de financement à certaines boîtes. Voilà. Bon, le greenwashing, on y est déjà, hein, je veux dire. Ça me surprend, Jérôme, que tu ne sois pas... Est-ce que vous partagez ce constat que les choses n'évoluent pas suffisamment vite ou pas? Non. Ou vous dites que non, ce n'est pas une urgence de décarboner? Tu vois, mais c'est ça le fond. Si, le fond du problème, c'est ça. Non, c'est pas ça le sujet, si Jérôme. Vous partagez le sujet, c'est qu'on ne décarbone pas suffisamment vite, vous êtes d'accord qu'il faut accélérer le processus. Ouais, mais accélérer le processus, tu ne pourras plus le faire aujourd'hui. Par, comme disait Jean-Jacques Goldman, tu ne pourras plus le faire par des moyens légaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regarde ce qui se passe. C'est très intéressant, ce qui se passe avec le pétrole.
et les super profits pétroliers, blablabla, blablabla. Bon. Tu as BlackRock qui maintenant tourne Kazakh. Tu vois, tu parlais des grands fonds d'investissement. BlackRock qui a été à l'origine, au départ, la fameuse lettre aux actionnaires en disant je n'investirai plus dans une entreprise qui ne produit pas de bilan carbone. Ah ben c'est fini maintenant. Ah ben voilà. Maintenant c'est oui, c'est vrai qu'il y a une demande de pétrole, c'est vrai qu'il faut nourrir cette demande de pétrole et c'est vrai que nous avons besoin d'argent. Vanguard, autre énorme fonds d'investissement, quitte le truc qui s'appelle Action pour le climat, qui avait été monté quelque part dans les îles Britanniques, là, je sais plus, ou l'ensemble des grands fonds d'investissement là. Tu as, je crois que c'est une vingtaine d'États américains maintenant qui refusent de faire des affaires avec les banques qui ont une politique RSE. Et c'est celui qui sera peut-être le futur président des États-Unis d'Amérique, quand même, le gouverneur de Floride, qui dit « Si vous voulez changer le monde, présentez-vous aux élections, mais laissez les actionnaires tranquilles. » Et donc, le sujet, c'est que à pousser comme ça face à un corps social qui ne sait pas comment faire, c'est pas qu'on est rétif, c'est qu'on ne sait pas comment faire, tu vas créer un hors-bilan, mais phénoménal. Et là, tu vas perdre le contrôle. Alors là, pour le coup, tu vas perdre le contrôle. Le hors-bilan des banques qui est déjà aujourd'hui colossal, l'argent sera toujours là pour aller financer à partir du moment où il y a une demande. Voilà. La question, c'est pas ne plus financer ce qui pollue, c'est pas ça la question. C'est faire un petit coup de pouce, donner un petit coup de pouce à ceux qui font l'effort. Banque centrale de faire ça. Mais si, parce que le hors-bilan, je veux dire, les obligations d'État, elles ne sont pas dans les hors-bilans. Il y a des hors-bilans très colossaux, il y a du shadow banking, il y a tout ce que tu veux. Bien sûr. Mais quand la Banque centrale dit j'offre des conditions qui sont plus avantageuses quand vous venez avec un titre qui est une obligation d'État, ça fonctionne. Et bien maintenant, elle va faire ça potentiellement pour des obligations, on va dire, décarbonées. Écoute, on ne sera pas d'accord, mais voilà, mot de la fin. Non, mais je pense qu'il faut quand même pas nier. Oui, on peut toujours aller plus vite. On peut toujours. Et puis, si on met un scénario dramatique en face, effectivement, dans 10 ans, c'est la catastrophe, on est tous morts. Mais la réalité, c'est que la pression sur les boîtes, c'est une réalité. Moi, pour m'être occupé d'une introduction en bourse, tu pitches dans ton roadshow face à des fonds qui viennent avec leurs propres critères, qui te mettent une note, et si tu n'as pas la note RSE dans laquelle il y a une grande dimension sur l'écologie, ils viennent pas chez toi. Et toi, tu as besoin d'eux. Donc, au bout d'un moment, soit tu fermes les yeux et tu te mets la main et puis tu te dis ça va bien se passer, mais sauf qu'à un moment donné, ça va quand même mal se passer. Soit tu te mets en action. Et donc, tout le monde se met en action. La réalité après, c'est que tout ça prend du temps parce que quand il s'agit de changer, moi, j'avais mes serveurs qui sont chez Amazon, tu vas voir Amazon et tu lui dis on consomme combien d'électricité, il te dit je te réponds pas. Donc à ce moment-là, comment tu fais et ainsi de suite. Donc, toute la machinerie. Amazon ne te répond pas. Non, ce serait trop facile. Trop petit, quoi. Donc toute la machinerie est en train de se mettre en route. Et moi, je pense que la pression arrive par les investisseurs et arrive par les salariés. Et c'est deux pressions qui sont très fortes et les boîtes n'ont pas le choix. Et on est en train. Mais à la limite, je vais vous dire, moi, les amis, c'est pas ça mon sujet. Moi, mon sujet, c'est de fait que c'est aujourd'hui le seul rempart face à la fragmentation de la zone euro. C'est la crédibilité de la Banque centrale, moi, mon sujet. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Au niveau des peuples, elle renforce plutôt sa crédibilité avec ce type d'initiative. C'est peut-être démagogique. C'est pas la crédibilité vis-à-vis des peuples, mon sujet. Non, c'est la crédibilité vis-à-vis de ceux qui ont le pognon. C'est ça mon sujet. Bon, tout ça était passionnant. Ouais. Merci les gars. Et donc, on se retrouve demain. Alors justement, demain, on parlera Say on Climate, etc. On parlera gouvernance, on parlera Assemblée Générale. On pourra continuer cette formidable discussion. À demain.